c'est une sorte de test qui a été mis en point pour détecter la maladie à un stade précoce, oui. Très précoce. En fait, on va détecter des cellules tumorales circulantes qui n'ont pas encore vraiment muté, donc qui ne sont pas encore capables de faire des métastases. On est vraiment au stade très précoce lorsque les médicaments fonctionnent et lorsqu'on peut vraiment aider les patients. Alors, j'ai rencontré le professeur Patiani Bréchot qui a édité aux éditions Stock Tuer le cancer. Et là, franchement, c'est une rencontre exceptionnelle d'une femme. C'est un combat. Elle combat le cancer depuis de très nombreuses années. Alors, ça a commencé avec des patients. Elle était auprès des patients. Et puis après, elle s'est penchée sur la recherche puisqu'elle est oncologue. Elle est aussi chercheure en biologie moléculaire et cellulaire. Et 20 ans de recherche pour mettre ce test au point. Et aujourd'hui, il existe. Ça permet effectivement de détecter de façon très précoce les cancers. Alors, nous avons rencontré la chercheuse et nous avons posé certaines questions, comme par exemple, est-ce qu'on ne peut pas imposer à des patients des traitements parce que c'est une détection très précoce et que finalement, ils n'auraient pas développé la maladie. Le surdiagnostic. Nous lui avons posé la question, voici sa réponse. Le test ISET pour diagnostic précoce des cancers invasifs est fait sur une simple prise de sang. C'est un grand espoir pour la médecine de demain et consiste à détecter les éventuelles cellules tumorales présentes dans le sang. Le test a deux types d'utilisation. Dans un cas, on utilise le test pour diagnostic précoce des cancers invasifs. Dans cette utilisation, le test n'est pas complet parce qu'il ne dit pas où le cancer est localisé. Dans l'autre application, il s'agit de détecter si un cancer déjà diagnostiqué est devenu invasif et donc il met à risque le patient d'avoir des métastases. Dans ces cas, le test est complet et il est valable pour tout type de cancer solide, c'est-à-dire tout type de cancer, sauf les leucémies et les lymphomes. Les cancers très invasifs sont les cancers qu'on n'arrive pas à guérir ni à arrêter. Ces cancers diffusent dans le sang des cellules tumorales quand ils sont minuscules, même invisibles aux techniques d'imagerie. Et c'est là que le test peut les détecter avant l'imagerie. Quand un cancer, même un cancer très agressif et invasif, est détecté précocement, les cellules n'ont pas un ADN très muté, donc ne sont pas capables vraiment de fonder des métastases. Si on attaque le cancer à ce moment-là, on peut l'éliminer facilement. Est-ce que demain, ce test pourra engendrer des traitements inutiles? Notre point de vue est non, parce que le test détecte vraiment les cellules tumorales, non des signes indirects des cancers comme d'autres tests. Quand on est sûr qu'il y a un cancer dans l'organisme, c'est vraiment très important d'agir précocement. Quand elle dit le cancer, elle veut dire les cancers, toutes sortes de cancers. Les cancers invasifs de tissus mous. Alors, ça ne concerne pas les cancers qui sont agressifs. Voilà, et qui sont capables de diffuser dans le sang des cellules tumorales qui, après, vont envahir une autre zone et faire des métastases, en gros. Donc, on est capable, exactement, on est capable de le diagnostiquer à un stade très précoce. Rappelons que ce test a été validé par une 50aine d'études scientifiques, ce test est totalement indépendant des laboratoires pharmaceutiques et que les brevets appartiennent aux institutions publiques de recherche. Donc voilà, et tous les droits d'auteur de ce livre sont reversés à la recherche. Si vous êtes intéressé par le test, si vous êtes intéressé par le terrain à l'origine. Absolument, elle était oncologue, elle n'arrivait pas à soigner malheureusement tous les cancers, et donc c'est pour cette raison qu'elle s'est penchée sur la recherche. Vous allez sur notre site internet et vous avez tous les liens si vous êtes intéressé par le sujet. Ça arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive? Ah oui, mais c'est exceptionnel. Je vais mettre la date. Hein.
Aujourd'hui, on ne parle pas de football. Allez, on commence par de la neige. Avec du biathlon, c'est ça, avec les mondiaux qui ont démarré du côté de l'Autriche. Et ça commence bien pour les Français qui ont pris la 2e place dans l'épreuve du relais mixte. Le relais mixte composé d'Anaïs Chevalier, Marie Dorin, Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade. La France 2e donc d'une course qui ne s'est pas franchement déroulée dans une chaude ambiance. On regarde tout ça en images donc. Voici Martin Fourcade qui s'apprête à prendre le dernier relais de l'équipe de France. Alors, il y a du monde dans l'aire de départ, ça joue un peu des coudes et on va le voir à droite de l'écran. Martin Fourcade qui fait chuter le Russe Loginov. Alors dans cette course, le Français va lutter avec le biathlète russe jusqu'au bout. Et alors que l'Allemagne s'impose, Fourcade va conserver une mince avance. La France termine 2e et sur le podium, il y a 2 concurrents russes à gauche de l'écran qui ne vont pas serrer la main du Français Martin Fourcade, qui du coup va décider de quitter le podium avant même la fin du protocole. Pas content du tout le Français, qui va être rappelé à l'ordre par un membre de du staff de l'équipe de France. Martin Fourcade qui va remonter sur le podium. Chaude ambiance. Il était fâché parce que le Russe avait bousculé. Il est fâché parce que il y a 2 Russes qui ont refusé de lui serrer la main. Mais pourquoi il refuse de lui serrer la main? Parce qu'il y a eu un contentieux, il y a eu la chute. Ah bon, c'est une vieille histoire entre eux. Ah ouais, mais oui, voilà. Allez, ski mondiaux à Saint-Moritz en Suisse. Il n'y a pas eu de course hier. Hier, c'était réservé à l'entraînement de l'épreuve de descente. Et quand on voit un peu ces images et la pente qui est vraiment très raide, on comprend mieux pourquoi les skieurs ont besoin d'apprivoiser cette piste avant le jour J. Et sous nos yeux, c'est l'Autrichien Kreischmeier qui a réalisé le meilleur chrono descente. La descente, c'est dimanche et aujourd'hui, c'est le combiné pour les femmes avec des chances de récompense pour Anne-Sophie Barthé. Du tennis à présent. Vous vous souvenez de la finale de l'Open d'Australie entre Rafael Nadal et Roger Federer, un gros suspense. Là, c'est l'Open de Sud à Montpellier. Et il y avait un petit peu moins de suspense. Voilà, on regarde tout ça. On ne va pas se mentir, William, c'était pas franchement le match de l'année. Il s'ennuie. Wilfried Tsonga, en bas de l'écran, qui va très nettement dominer son compatriote Pierre-Hugues Herbert. Le score est très sec à l'arrivée, 6-1, 6-2. Le Français qui a imposé sa puissance face à Herbert. Et voici la balle de match, une ultime faute directe pour Herbert. 44 minutes de jeu à peine. Son gars qualifié pour les quarts de finale de la compétition du handball à présent avec Dunkerque en noir qui a rencontré un mur. Voilà, ce mur, c'est Vincent Gérard, le gardien de l'équipe de France de handball, récemment titré, récemment champion du monde d'ailleurs, à Bercy. Montpellier en blanc qui va s'imposer dans ce match 31-26. Montpellier, 4e du classement de la Star League, classement toujours dominé par Paris. Un mot de basket américain, William, car il y avait un Français sur les parquets hier, vous ne le connaissez pas forcément, Geoffrey Lauvergne. C'est l'un des 11 Français qui évoluent dans le championnat nord-américain. C'est un joueur de complément d'Oklahoma. Hier, il a marqué 4 points dans la victoire de son équipe face au champion en titre. Il a marqué le panier juste avant. Vous tourniez la tête, attention. Ah pardon, excusez-moi. Oui. Le champion en titre, vous le savez, William, c'est Cleveland, qui est accueilli chaque année à la Maison-Blanche par le président américain. Ces dernières années, ils étaient tous très heureux de rencontrer, puisque c'était Barack Obama. Mais cette année, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et ses récentes positions qui divisent, eh bien, certains joueurs ont avoué qu'ils pourraient décliner l'invitation. Et certains joueurs, pas des moindres, notamment LeBron James, c'est peut-être le meilleur joueur de la planète, qui a dit que s'il était à nouveau champion NBA et qu'il devait être invité à la Maison-Blanche, a priori, sa réponse serait non. Bon, on verra ça, à suivre. Et on termine avec une image assez saisissante, c'est du VTT, mais pas n'importe où. Pas sur route, plutôt sur gravier, William. Si ça vous intéresse, regardez, c'est au Chili, le désert d'Atacama. Somptueux décor pour un record. Voici l'Autrichien Markus Stockel, 42 ans. Et donc qui va atteindre la vitesse de 167,6 km/h, il faut être précis. Et il établit donc un nouveau record du monde de vitesse sur gravier. Mais ouais. Alors sur neige, c'est encore mieux, puisque c'est un Français qui a fait 223 km/h. Le plus fort là-dedans, c'est de convaincre son assureur, en fait. Monsieur l'assureur, j'ai un projet. Ça fait combien, la piste, là? On sait pas. Alors, je sais, j'ai l'inclinaison, 45 degrés. Bon. Après, pour la distance, je ne sais pas, 300-400 mètres.
comme Bon, ça. merci. On déjeunait sur l'herbe et moi j'en avais fumé un peu. Dans mes yeux, un triangle superbe. Alors, cela dit, ça s'explique parce que ce garçon qui s'appelle Frédéric Basile, il est peut-être mort avant ses copains, c'est peut-être ça aussi, il est mort jeune. Voilà, il est mort à l'âge de 29 ans, il est parti sur le Ouais. front pendant la guerre franco-prussienne. Effectivement, il est décédé très jeune, donc il n'a pas eu la longue carrière de Monet, la longue carrière de Renoir, qui fait que ces peintres-là sont restés dans l'histoire. Bien sûr. Et pourtant, quand ils travaillaient ensemble et qu'ils fréquentaient les salons, vous savez, à cette époque-là, ils essayaient de se faire exposer. Monet n'était pas connu et donc ils allaient au salon des indépendants. Ils étaient même obligés parfois d'aller au salon des refusés. Vous savez, c'était les salons où les peintres qui étaient refusés dans les autres allaient exposer là. Et figurez-vous que Basile était plus accepté que Monet à l'époque. On préférait la peinture de Basile à celle de Monet. Donc c'est pour C'est dire... lui, là ? Voilà, c'est lui. Ce sont des autoportraits, ça sont des natures mortes. Ce sont des peintres qui, au début de l'impressionnisme, cherchent de nouvelles techniques et ce sont Pas des mal, peintres qui ça. sont touche à tout. Ils vont essayer finalement l'intérieur, l'extérieur, les natures mortes, les portraits. Enfin, ils vont tâtonner comme ça. Et quand on pense effectivement que ce peintre-là était plus apprécié que Claude Monet, on dit que Claude Monet est le père de l'impressionnisme, mais Basile, finalement, n'est pas non plus étranger à l'histoire et pas du tout. Donc c'est un peintre qui a peint peu, parce qu'on l'a dit, petite carrière, donc il n'y a pas beaucoup de toiles finalement. Donc dans l'exposition au musée d'Orsay, ils l'ont mélangé justement à Monet, à avec les d'autres autres. peintres, pour qu'on voit finalement l'influence des uns sur les autres, parce que même s'ils étaient amis, vous comprenez bien qu'ils étaient en concurrence. Est-ce que parfois ils ont peint les mêmes choses? C'est Oui, ça alors aussi, le même genre, voilà, ouais. c'est ce qu'on a montré dans le reportage. Ah ouais. On voit très bien qu'entre Claude Monet et Frédéric Basile, il y a des thèmes qui Bien sont similaires. Ils ont même parfois peint les mêmes sujets. Et on voit que finalement, entre l'un et l'autre, parfois, on hésite un petit peu. Regardez, c'est au musée d'Orsay. Frédéric Basile, c'est peut-être parmi tous les impressionnistes celui qui est aujourd'hui le moins connu. Il n'avait jamais fait l'objet d'une grande exposition parisienne et donc c'était un petit peu la mission du musée d'Orsay de proposer cette exposition avec le musée Fabre, puisque Basile est originaire de Montpellier et qu'une grande partie de ses œuvres sont donc conservées au musée Fabre. L'exposition essaie de présenter la carrière de ce peintre et également de proposer une histoire de ces jeunes années de l'impressionnisme, ces années 1860, pendant lesquelles Basile, Renoir, Monet, Sisley, Manet sont tous très proches. Ils travaillent ensemble, côte à côte parfois sur le motif. Et ils choisissent les mêmes modèles. Il y a une vraie proximité entre ces artistes qui inventent ensemble une nouvelle manière de peindre. Une des particularités de ces années de jeunesse de l'impressionnisme, c'est qu'ils touchent à tout. Ils s'essayent à tous les genres et ils ne sont pas encore enfermés dans des genres particuliers comme le paysage par exemple, comme le sera plus tard Monet ou Sisley. Dans ces années-là, ils font de la nature morte, du paysage, du portrait, des vues d'atelier, également des natures mortes de fleurs. Mais il y a peut-être un sujet qui est le plus important pour eux, c'est cette idée de peindre des figures en plein air. Et c'est là aussi que Basile va donner ses plus grands chefs-d'œuvre, notamment le portrait de famille, qui est vraiment le premier en fait, portrait de groupe peint en plein air de l'histoire de la peinture française. Et puis Basile va aussi se distinguer avec ses corps masculins en plein air, dans la nature, qui sont aussi une de ses particularités et une de ses originalités. Quand il arrive à Paris, il fait son apprentissage et il est plutôt une sorte d'élève de Monet. Donc il va peindre avec Monet en forêt de Fontainebleau, en Normandie. Et puis dès qu'il se sent plus confiant, il va vraiment se concentrer sur ses lieux à lui, sur son milieu, sa nature, le Languedoc, Montpellier, Aigues-Mortes par exemple. Et ça va être sa vraie particularité, c'est d'amener ensuite à Paris, dans ses tableaux, la lumière éblouissante du midi. Et c'est ce que les critiques d'art aussi vont apprécier chez Basile. On a voulu donner ce titre à l'exposition, la jeunesse de l'impressionnisme, pour mettre en valeur un atout peut-être justement de Basile, c'est sa jeunesse. Et sa jeunesse, ça veut dire une perpétuelle réinvention
Chaque tableau est une tentative nouvelle, chaque tableau est un essai pour aller dans une nouvelle direction. Cette volonté d'aller toujours plus loin, de casser une certaine vision académique de la peinture et de se libérer de certaines contraintes, de certains a priori aussi. Mais il n'a pas eu le temps d'évoluer. Il n'a Vous pas eu avez le dit à temps quel âge il est d'évoluer. mort Dans sa 29e année, il ouais. est mort à 28 ans, Il aurait 29 ans peut-être moins 1 mois progressé, exactement. comme les autres. Certainement, il aurait peut-être changé de style aussi, on Peut-être. ne sait pas, Ouais. on ne peut rien savoir. Donc effectivement, cette peinture est très léchée, très parfaite, Assez comme classique, Monet au le fond, faisait. Oui, mais il est tout jeune, donc finalement, ce sont ses premiers pas Ils ont en tous peinture commencé de la comme ça. même. Ils ont Picasso tous faisait des commencé choses comme pareil, ça quand il à était peindre plus des jeune. paysages, à Oui, peindre oui. leurs proches, à peindre des choses. Et après, avec l'âge, la maturité, l'assurance Ils ont trouvé aussi, leur style. ils ont trouvé une manière peut-être de sortir un petit peu de leur style, mais malheureusement, Frédéric Bazille, D'accord. lui, n'a pas eu le temps. Donc c'est à voir au musée d'Orsay. Alors, il à Paris. s'appelle Basile. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Allez, on va s'intéresser à l'actualité au-delà de nos frontières et retrouver Loïc Delamornay à Londres. La pollution marine, vous connaissez, on en a déjà montré des images ici et ailleurs. Mais on n'imaginait pas, par contre, que ça pouvait provoquer de tels dégâts. C'est une nouvelle étude qui a bouleversé toute la Grande-Bretagne et qui concerne le plastique dans les océans. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude, précisément, Loïc? Bonjour. Bonjour William, vous avez raison, hein, souvent la pollution on en parle de manière théorique, on sait qu'elle est là, que ce n'est pas bien, que la menace est là, mais on a du mal à la voir les conséquences directes. Eh bien cette étude vient d'être révélée ici au Royaume-Uni et a fait véritablement une onde de choc. Elle dit, tenez-vous bien, que d'ici à 2050, si on ne change pas nos habitudes, le poids de tous les déchets en plastique dans les océans sera supérieur au poids de tous les poissons dans la mer. Vous avez bien entendu, et c'est effectivement ce qui littéralement traumatise les Britanniques depuis quelques semaines, depuis que cette étude est sortie ici. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des déchets en plastique qu'on connaît, les sacs en plastique, les bouteilles en plastique, mais il y a tous ces déchets qui se sont désagrégés depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui sont devenus des tout petits bouts du microplastique, des microparticules de plastique, et qui se désagrègent dans la mer, mais qui restent, qui ne se désagrègent pas complètement, qui sont mangés par le plancton, puis par les poissons, et en bout de chaîne alimentaire, il y a qui? Eh bien, il y a nous, il y a les humains, et il y a donc eu des résultats très inquiétants sur l'absorption par les humains, par nous, de tous ces déchets en plastique, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Anto Filippi et Élise Derbaumet. Le plateau d'une grande chaîne de télévision envahi de bouteilles en plastique. La chaîne Sky News s'est lancée dans un combat d'information engagé, alerter le public sur la catastrophe en cours du plastique dans les océans. Tout part de ce reportage tourné sur les plages de Bombay en Inde, avec ses quelques bénévoles tentant jour après jour de nettoyer le rivage. L'océan vomit du plastique tous les 2 ou 3 mois, en fonction du courant. Et si on ne nettoie pas, ça s'empile, ça s'empile. La chaîne a suivi le parcours de ces déchets en plastique, dont certains, transportés au gré des courants, vont atterrir ici, dans l'estuaire de la Tamise, à Londres et sur les côtes anglaises. Et c'est ce scientifique qui donne l'alarme autour de sa casserole de moules. Cette seule portion de moule contient 90 particules de plastique. Le chercheur a calculé que dans sa vie, un consommateur moyen de poissons et produits de la mer ingurgite près de 11 000 particules de plastique chaque année, dont une partie n'est pas éliminée et se dépose dans le corps humain. J'ai demandé à mes collègues de médecine quelles pourraient être les conséquences du microplastique dans le système sanguin, par exemple. Et ils m'ont tous répondu « on ne sait pas ». Et c'est Sa Majesté le Prince Charles, impliqué de longue date dans la défense de l'environnement, qui s'efforce de réveiller les consciences. Tout le plastique produit par les hommes est toujours là sur la planète, sous une forme ou sous une autre. Et le restera pour les siècles à venir, peut-être même des milliers d'années. Il faut penser aux solutions. Ce signal d'alarme doit nous pousser urgemment à aller aujourd'hui vers une économie circulaire, où presque tout est recyclé. Un danger pour l'homme et bien sûr un drame déjà acté pour les animaux. Ces biologistes ont disséqué, horrifié, l'estomac de cet oiseau fulmar. Il est mort de faim, l'estomac bouché par 18 pièces de plastique. Ces autres biologistes marins ont tenté une opération plus heureuse sur cette tortue, en réussissant à lui retirer l'énorme bout de plastique qui lui bloquait sa respiration. Ça veut dire que toutes les espèces marines sont menacées, Loïc?
Oui, évidemment, regardez, vous le voyez sur ces images. Alors, la semaine dernière encore, en Norvège, eh bien, cette baleine s'est échouée. Les Norvégiens ne savaient pas ce qui lui était arrivé. Ils ont retrouvé dans son estomac, tenez-vous bien, 30 sacs de plastique. Ça lui bouchait complètement son estomac. Résultat, elle n'avait plus faim. Elle est morte de faim parce qu'elle ne pouvait plus rien manger. Et évidemment, voilà une nouvelle image d'un dégât qui a beaucoup choqué l'opinion. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va falloir suivre cette affaire, ce qui est déjà fait, mais insister. C'est vrai, plusieurs centaines d'années avant que ça soit complètement résorbé. Merci beaucoup, Loïc. À bientôt la semaine prochaine. Bon, toujours les mêmes en une ou pas? Un petit peu. Ouais. Vous allez voir. Les unes sont assez variées ce matin, donc moi j'ai lamentablement échoué à trouver un fil rouge pour cette revue de presse. Donc je ruse et je vous propose un qui a dit quoi, l'actualité à travers les déclarations des uns et des autres. Je vous cite les propos d'une personne, il faut trouver le nom de cette personne. Qui a dit « Je nage en plein bonheur ». C'est un homme politique. Il a de l'humour ou pas? Il a de l'humour. Enfin là, il prouve qu'il en a, je peux vous dire. Donc là, vous avez trouvé, en ce moment, oui, c'est lui, François Fillon. Le Point rapporte que c'est ce qu'il a répondu à un photographe qui lui demandait comment il allait au plus fort de la tempête provoquée par le Penelope Gate. Tous les hebdos se plaisent à faire le récit des derniers jours au sein du parti Les Républicains. Et la citation, vous la trouverez dans Le Point, qui ne figure pas sur ce bon titre, mais qui existe. Qui a dit « Yannick Jadot, mon répondeur dit pas de message, que des SMS. Allez, encore un effort. Écoute le répondeur. » Alors, c'est un homme politique, il faut quelques éléments de contexte. Yannick Jadot, c'est le candidat des Verts, et il n'arrête pas de dire qu'il a laissé un message sur le répondeur de la personne, la personne à identifier. Mélenchon. Et voilà, pour parler union et rassemblement, et qu'il n'a pas eu de réponse. Sauf que la personne en question, son téléphone, ne prend pas les messages. Et c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon. C'est Libération qui rapporte l'anecdote que d'aucuns auront sans doute capté déjà sur Twitter, puisque Mélenchon n'a pas dit ça, mais il a écrit. En tout cas, cela augure mal de la capacité de la gauche à se parler pour se rassembler, d'autant que sur son blog, Mélenchon semble regretter que Benoît Hamon ne l'ait pas appelé, par ailleurs. Qui a dit « On parle peu de culture dans les débats présidentiels et cela me paraît choquant ». Alors c'est un homme. Alors le nom sera peut-être un peu difficile à trouver, à sortir comme ça, mais il occupe un poste prestigieux dont on va rechercher son titre. Il vient de fêter ses 40 ans. C'est 40 Pas lui, lui, 40 ans de métier. 40 ans de son institution. C'est donc le président du centre Pompidou. Gagné. Ah oui. Il s'agit de Serge Lavigne, qui s'exprime ainsi dans Les Échos. Il n'a pas complètement tort. Mais il n'a pas complètement tort. Il rappelle à juste titre que l'éducation artistique est un facteur d'égalité des chances et d'ouverture d'esprit. Et il tient un langage de vérité quand il dit, alors là je mets les guillemets, « L'art contemporain est une formation à la tolérance, à la souplesse, à l'agilité, tout ce dont on a besoin en ce moment. » Fermez les guillemets, il a raison. Qui a dit « Je ne sais pas faire autrement que tenir une poêle ». C'est un homme. Alors on a envie de lui dire, ne change rien parce que tu la tiens vraiment très bien, cette poêle. C'est un cuisinier? Oui, qui peut avoir dit ça, sinon l'unique chef à cette revue décernée 3 étoiles par le guide Michelin, il s'agit de Yannick Aleno. Alors son restaurant, 1947, c'est le nom, 22 couverts seulement, est à Courchevel. Et il prend cette récompense comme la confirmation de sa vision, de la vision qu'il porte à la cuisine française comme cuisine saucière. Il dit ce matin dans le Figaro, 80% de l'intérêt d'une assiette réside dans la sauce. Et il parle aussi du goût unique de ses fruits et légumes. Il travaille depuis des années sur la fermentation, la conservation, la déshydratation des fruits et légumes récoltés durant l'été et ensuite servis l'hiver. Mais il n'utilise pas la congélation, il a sa technique à lui. Et c'est ça qui donne un goût particulier à ses fruits, à ses légumes. C'est vrai qu'il réhabilite les sauces. Pendant une époque, elles étaient maudites. Mais on disait que c'était pas bien. Ah non, bien sûr. Qui a dit « Je me voyais me marier, avoir des enfants, mais ça ne s'est pas fait ». Alors là, ça pourrait être beaucoup de gens. Oui, c'est une femme. Elle est quoi dans la vie? Alors, femme sportive. Sportive. Femme, 42 ans. Quel vainqueur sport? à Roland-Garros en l'an 2000. Quel sport? Ah oui, tennis, pardon, tennis, oui. Française, canadienne aussi. Pierce. Gagnée. Marie Pierce, qui est l'adjointe désormais de Yannick Noah, qui lui-même est le capitaine de l'équipe de France féminine de tennis, qui joue ce week-end la Fed Cup, c'est-à-dire la Coupe Davis des femmes. C'est contre la Suisse, c'est à Genève, ce sera ce week-end avec à la raquette Kristina Mladenovic, Alizé Cornet et Pauline Parmentier. Ça vous a plu ce petit qui a dit quoi? Oui, c'est bien. Vous refaites ça tout à l'heure?
En partie. Vous connaissez Erasmus, vous connaissez le film, c'est un programme d'échange entre étudiants européens. Bon, alors, ils se sont inspirés de ce modèle qui, vous allez voir, c'est une célèbre organisation de protection de l'environnement qui vient de lancer le Farm Erasmus, autrement dit Erasmus à la ferme, quoi. Des échanges entre agriculteurs européens qui souhaitent tous s'orienter vers le bio. Comment ça marche? Regardez. Ils sont éleveurs en Bulgarie et en Belgique et sont venus en France découvrir plusieurs fermes bio, dont celle d'Anne et Gilles dans le Loir-et-Cher. Un programme d'échange baptisé Farm Erasmus à l'initiative de Greenpeace pour développer l'agriculture biologique en Europe. L'intérêt, c'est de montrer que le système qu'on a mis en place est très viable. Déjà, économiquement, c'est quelque chose qui marche bien et qu'il est intéressant pour l'environnement. Et intéressant aussi pour le consommateur qui consomme le produit au final. Donc ça fait une somme d'avantages qu'on est fiers de transmettre à des jeunes qui s'intéressent à un changement de leur pratique. Notre pratique ici, c'est de donner de l'herbe à nos vaches. La majorité des herbivores français ne mangent que du maïs et du soja. Et on sait aujourd'hui que ce maïs et soja donnent du lait et de la viande qui sont de mauvaise qualité pour le consommateur. Et nous, on montre à travers nos pratiques que non seulement donner de l'herbe, c'est très bon pour les animaux, mais que également le lait et la viande que ces animaux produisent pour le consommateur sont de bien meilleure qualité. Vous venez dans le séchage? Allez. Je vous invite à rentrer dans le séchage, puis je vous explique comment ça fonctionne. Hop. On est dans une cellule de séchage de foin que j'ai créée pour préserver la qualité de l'herbe que je donne à manger à mes vaches. Je la stocke dans cette cellule qui est séchée en récupérant l'énergie du soleil. Et il y a un ventilateur qui envoie de l'air sous le tas de foin et cet air est réchauffé par les tôles noires du plafond. Pour moi, le système ici, ça n'existe pas. Il n'y a pas beaucoup en Belgique et c'est pour moi une expérience pour voir la construction. Moi, pour le moment, dans mon élevage, j'utilise des méthodes conventionnelles. Mais j'ai l'intention de passer au bio. J'ai vu ici des pratiques très positives qui pourraient m'être vraiment utiles. Je cherche de nouvelles solutions, de nouvelles manières de faire une agriculture écologique aussi et c'est intéressant de voir ça ici. En fait, le secret d'une agriculture très écologique comme nous, c'est de vraiment maîtriser l'amont et l'aval, c'est-à-dire produire ce que les vaches ont besoin de manger et maîtriser la vente complète, c'est-à-dire transformer, aller vendre au magasin et aussi recycler tous les sous-produits, comme par exemple le petit lait, nourrir des cochons avec. Et qu'est-ce que c'est intéressant avec les paysans de d'autres pays d'échanger là-dessus, parce que chacun a un peu ses astuces et on a plein de choses à découvrir mutuellement. Pour l'instant, ce sont 16 agriculteurs de 6 pays européens qui participent à ce Farm Erasmus. Leurs frais sont entièrement pris en charge par Greenpeace. En soutenant cette ONG, vous pouvez multiplier ces échanges pour développer en Europe une agriculture écologique. L'herbe séchée, elle se régale, hein. Vous allez voir ça après les 4 vérités. Et ce matin, c'est Guillaume Daré qui reçoit Stéphane Le Foll. Oui, bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, Stéphane Le Foll, depuis longtemps l'un des plus proches du chef de l'État. On l'a peu entendu depuis le second tour de la primaire de la gauche. Quel rôle compte-t-il jouer dans cette élection présidentielle? Il est tout de suite mon invité. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. On commence par un mot sur les États-Unis. Cette nuit, la Cour d'appel de San Francisco a confirmé la suspension du décret de Donald Trump qui interdisait temporairement l'accès aux États-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans. Est-ce qu'en tant que porte-parole du gouvernement au nom de la France, vous jugez que c'est une bonne nouvelle? Écoutez, je juge simplement qu'aux États-Unis, il y a un pouvoir judiciaire qui existe. Il y a toute une histoire qui est toujours là, et donc il y a des contre-pouvoirs, et qu'un président de la République des États-Unis, même élu, ne peut pas
prendre des décisions qui sont contraires à ce qu'est le droit aux États-Unis. Donc voilà le constat que je fais, et que ceux qui veulent toujours dire qu'il suffit d'eux, ou il suffirait de décider, non, il y a des choses qui s'imposent aussi. Alors venons-en à la campagne présidentielle en France. François Fillon poursuit sa contre-attaque. Il était hier soir en meeting à Poitiers. Selon lui, on cherche à chasser la droite de la présidentielle. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, moi, je ne vais pas faire de commentaires sur la stratégie de François Fillon. Il y a une chose que je voudrais dire. Il a souhaité que la justice aille vite. C'est ce qu'il souhaitait au début de cette affaire. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, ses avocats considèrent qu'il faudrait renvoyer tout ça. Ils souhaitent que le parquet national se Donc moi, dessaisisse. je voudrais simplement que les choses soient cohérentes. Je pense que la transparence et la justice doivent agir vite pour que la vérité soit claire et qu'elle soit dite. Lui considère qu'il y a une atteinte grave au principe de séparation des pouvoirs, le judiciaire qui s'immisce dans le législatif. Mais justement, c'est pour ça que je disais ce que je viens juste de dire, c'est qu'au tout début de l'affaire, il a demandé à ce que la justice se saisisse pour pouvoir aller vite et prouver son innocence. Et puis maintenant, on a une autre, comment dirais-je, position qui consiste à dire c'est une attaque directe qui est faite contre moi et contre ce que je représente. Donc il faudrait simplement être cohérent. Il faut rester cohérent. Donc la justice doit faire son travail pour dire ce qui s'est passé et en tirer toutes les conséquences. Est-ce que ça vous choque que la justice vienne voir la façon dont les parlementaires gèrent leur argent ou pas ? Non, mais au-delà de tout ça, il y a des choses et des règles qui doivent être appliquées et respectées. Tout, on le sait. C'est pas la question, c'est pas de la légalité d'embaucher quelqu'un de sa famille. Ça existe et c'est légal aujourd'hui. Il y a peut-être des propositions qui sont faites pour remettre ça en cause. Mais après, c'est la réalité du travail. Un salaire, un travail. C'est tout. C'est ça qui est en question. Le reste, moi, je ne porte pas de jugement. 7 Français sur 10 souhaitent qu'il se retire de l'élection présidentielle. Est-ce que vous le souhaitez également ? Mais est-ce qu'il n'est plus légitime à se présenter ? Je ne vais pas, en tant qu'homme politique, me mettre à faire des souhaits de ce type. François Fillon a été désigné par une primaire, souhaite continuer sa campagne. Je dis simplement qu'il faut qu'il reste cohérent. Il avait dit qu'il voulait que la justice passe vite et qu'elle aille vite. Il faut rester sur cette idée toute simple. Alors une autre primaire, justement, celle de la gauche, c'est Benoît Hamon qui l'a emporté. Au lendemain de cette primaire, vous disiez qu'il faut qu'il donne les signes du rassemblement. Est-ce qu'il a donné ces signes ? Je voudrais d'abord revenir sur un événement qui s'est passé sur votre chaîne et sur France 2 hier soir. Le signe qu'il y a dans ce moment et au moment où je m'exprime, c'est qu'on a Marine Le Pen qui a fait 2h30 d'émission, et c'était légitime, et qui a annoncé et mis les cartes sur la table. Ça pourrait coûter très cher à la France. Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle, d'après vous ? Je dis simplement que ce que j'ai entendu hier soir, dans ces propositions qu'on connaissait, mais là on a eu des détails, ça pourrait coûter très cher à la fois à la France, en termes d'image, et à la fois aux Français. Sortie de l'euro, dévaluation et taxes sur tous les produits importés. Très cher. Et en même temps, je voudrais le dire tout de suite, et après je répondrai à votre question, c'est pas la petite musique qui consiste, qui laisserait penser que c'est du patriotisme, l'idée qu'il y aurait une forme de populisme. Non, ce que j'ai entendu hier, avec la préférence nationale, c'est qu'il y a du nationalisme derrière tout ça. Et j'ai une phrase qui sonne dans ma tête tous les jours, quand je vois tout ça, c'est celle du discours de François Mitterrand en janvier 1995 au Parlement européen, quand il a raconté sa propre histoire et qu'il a dit cette phrase qui reste plus que jamais vraie, le nationalisme en Europe, c'est la guerre. Benoît Hamon est-il votre candidat ? Est-ce que vous le soutenez pour l'élection présidentielle ? Donc sur ce sujet, je voudrais rappeler ça. Et en même temps, il y a eu une primaire qui a été organisée par le Parti socialiste avec la Belle Alliance populaire. Elle a désigné un candidat, c'est Benoît Hamon. C'est votre candidat. Il m'a appelé, il est prêt, il m'a proposé de rentrer dans un conseil politique pour aider et faire en sorte qu'il y ait des discussions politiques. Vous avez accepté ? Je lui ai dit tout à fait, je verrai si il réitère cette proposition. Mais je voudrais rappeler ce que je viens de dire. Ce qui m'a frappé, et je le dis, c'est que maintenant, il y a aussi, et derrière François Fillon aussi, un projet, un programme. Retraite à 65 ans, 67 ans. Ça veut dire quoi, que sa ligne doit être très claire à Benoît Hamon ? Et elle doit prendre en compte le contexte politique. L'extrême droite, la droite. Et je rajouterai un point, l'emploi. J'ai trouvé dans les discours et dans la primaire, il a été désigné, que sur la question de l'emploi, on n'a pas de proposition. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je sais que l'an dernier, on a créé de l'emploi. 140 000 emplois.
Il y aura des chiffres qui sortiront tout à l'heure, qui feront le point sur l'ensemble de l'année. 140 000 emplois, peut-être plus. Mais aujourd'hui, à partir de ce moment-là, quelle est la politique de l'emploi? Aujourd'hui, vous nous dites, je vais peut-être intégrer donc le comité politique de Benoît Hamon. Ça veut dire, vous nous dites, je voterai Benoît Hamon au premier tour de l'élection présidentielle. Je ferai aujourd'hui, je suis respectueux des règles. Et je l'ai toujours été. S'il y a quelque chose qui que je dois dire, c'est que moi, j'ai toujours été et loyal et respectueux des règles. Donc vous soutenez le candidat issu de cette primaire? Je vous dis que je suis prêt à faire en sorte d'aider le candidat qui est sorti de la primaire, parce que moi, je ne suis pas là pour mettre des bâtons dans les roues, et je vous dis, je suis respectueux. Mais en même temps, je ferai un choix, le moment venu, qui prendra en compte le contexte politique, et celui que j'ai indiqué au début. Je vous rappelle ce que j'ai dit et ce qui s'est passé hier soir sur votre chaîne. Justement, aujourd'hui, au vu des sondages qu'il faut prendre avec prudence, celui à gauche qui semble le plus en mesure de l'emporter, c'est Emmanuel Macron, qui semble pouvoir battre Marine Le Pen au second tour. Pourquoi ne pas le soutenir? Vous avez dit quelque chose qui est très intéressant, d'ailleurs, vous avez peut-être un lapsus. Celui qui est à gauche est le mieux placé, c'est Emmanuel Macron. Je ne savais pas que lui-même s'était défini comme étant à gauche. Il a toujours dit, je suis issu de la gauche, pas socialiste, mais issu de la gauche. Il a toujours dit aussi que c'était ni droite ni gauche. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans cette situation, moi, ce sont des grands principes. C'est la grande question de la France, des principes de la République, du rassemblement nécessaire. Vous allez dire que vous ne savez pas où il est, Emmanuel Macron, aujourd'hui? Écoutez, moi, j'ai écouté aussi, en partie, je n'ai pas écouté tout le discours, samedi, à Lyon. Écoutez, je suis aussi, et je l'ai dit, regardez sur l'extrême droite, regardez sur le projet de la droite. Il n'est pas suffisamment clair. Je l'ai dit, que ce soit pour Benoît Hamon sur l'emploi et sur les grandes questions politiques qui sont posées, oui, je pense qu'il y a besoin de clarification. Juste un mot pour terminer. Quand Très on voit clairement. la situation, vous êtes un de ses plus proches. Est-ce que François Hollande ne regrette pas de ne pas s'être lancé dans cette course? Est-ce que c'était pas gagnable quand on voit que la gauche peut l'emporter? Moi, ce que je vais vous dire, c'est que j'ai été loyal et proche de François Hollande, et je reste proche de François Hollande. Mais aujourd'hui, je suis un homme politique qui est face à une échéance majeure. Voilà. Et donc, je prendrai mes décisions en fonction de ce que je crois être juste, clair, fort par rapport à ce que je pense être l'idée que j'ai de la France et de l'Europe. Voilà la position qu'il avait. Après, François Hollande, je ne sais pas si, à la question que vous me posez, il vaut mieux la poser au président de la République. Mais écoutez, on l'invitera au cas de vérité voilà. Une prochaine fois. Merci beaucoup, Stéphane Le Foll. C'était William. Ouais, c'est une bonne idée. Oui. Ouais, on peut l'inviter. Transmettez l'invitation, s'il vous plaît, c'est bien. Et en plus, il va falloir que je fasse le petit transmetteur. La semaine prochaine, s'il veut venir, il n'y a pas de souci, William. Un petit boulot supplémentaire. Un petit boulot supplémentaire. Merci, messieurs. Merci, monsieur William Lémergie. À bientôt. Bien pour les vacances, moi je n'ai pas changé d'adresse. Quand même. Je serai, je pense. Alors la doudou des mots, on va fêter un anniversaire. Oui, on fait ça aussi. On souhaite les 70 ans de Courchevel. Alors ce qui est tout à fait étonnant, Marie-Dominique Perrin était là à la création de Télématin il y a 32 ans. Pas de Courchevel. Mais... Non, pas de Courchevel. Mais vous n'avez jamais été dans cette station-là. Vous les avez toutes faites en France et en Europe. Eh oui, sauf celle-là. Bon, il était temps. Il était temps. C'est maintenant une station luxueuse, elle s'en vante et elle a raison, mais ça n'a pas commencé comme ça, ça a commencé petit. Tout petit. Et ça a commencé à la suite de dommages de guerre. Les paysans de Saint-Bon, c'est le petit village qui est à l'origine de la station de Courchevel, ont donné leur terrain pour créer une station. Et même son architecture, elle a été imaginée par Laurent Chappy, qui était architecte, qui était prisonnier en Allemagne dans un camp d'officiers à l'époque, vous imaginez. Alors maintenant, évidemment, il y a 3 palaces, les Érelles, Cheval Blanc, depuis 10 ans déjà, qui vient de recevoir 3 étoiles au Michelin hier. Ouais. Le K2, 2 étoiles au Michelin hier, 18 5 étoiles, mais pas que, il y a 18. aussi... Oui, 18 5 étoiles, mais j'ai aussi repéré... On se marche dessus, là-bas. On se marche dessus. Des petits établissements à prix moins prohibitifs, on va dire, comme le c'est dur à dire, Courcheneige. Oui, c'est dur ça. 3 étoiles, voilà, qui vient d'être rénové. Bon, et puis, alors, moi, j'étais un peu sceptique, faut dire. Pourquoi? Mais l'art au sommet, regardez, c'est magique pour fêter les 70 ans. Il y a des pistes sublimes. On a rencontré des pionniers. On a pris un gros coup de vertige tout en haut du tremplin avec la fine fleur du tremplin français. On a visité le premier hôtel, les Trois-Vallées, le dernier, le Barrière des Neiges. On a été rendre visite au papa d'un champion, Alexis Pinturo. On en a fait des choses. C'est combien de temps là-bas alors? On est resté 2 jours. 2 jours, William. 2 jours? Ah oui, mais moi je chôme pas.
Ah non, non, non. Et tout ça en 3 minutes 30, ça aussi, c'est un défi. Allez, chiche, regardez. Du ski depuis 70 ans, de l'art au sommet depuis 8 ans. Courchevel voit les choses en grand. Jusqu'au 17 avril, les meilleurs artistes urbains s'y donnent rendez-vous. Courchevel, c'est toute une histoire. Eugène, l'un de ses plus anciens moniteurs, a vu naître la station. Courchevel 1850 a débuté en 1946. Mais avant, Courchevel 1500, Morion existait déjà avant la guerre. Le plateau, ce plateau là où nous sommes aujourd'hui, s'appelait le plateau des Tovets. Donc ici, il n'y avait absolument rien. C'était des alpages. Le département de la Savoie a obtenu des dommages de guerre. Donc il fallait investir dans des stations. Et donc ils sont venus et ils disent, voilà, on voudrait faire une station, mais il faudrait nous vendre du terrain. Mon père, il dit, non, mais attends, il ne faut pas le vendre, le terrain. Il faut le donner. Cette population de Courchevel et de Saint-Bon, qui a été extraordinaire et qui s'est tout de suite tournée vers le tourisme, sans oublier nos racines. D'abord hôtel départemental, l'hôtel des Trois-Vallées a accueilli les premiers skieurs. Aujourd'hui, il a été totalement rénové dans un style vintage, avec du mobilier signé des pionniers du design français, comme Jean Prouvé ou Charlotte Perriand. Si le Chabichou ou les Érelles ont marqué l'avènement des hôtels de luxe, suivi par Cheval Blanc il y a 10 ans, le dernier né, c'est le Barrière des Neiges, qui vient d'ouvrir cette saison. Un style fidèle au groupe côté espace commun, un univers élégant et cocooning pour ses 42 chambres et suites. Dès l'origine, les Tarentais avaient pris de la hauteur. Les gens ici, je pense, sont assez fiers de leur stade de saut. Ça a toujours fait partie de la culture de la station. Le saut à ski à Courchevel a débuté déjà avec une toute petite butte en neige qui a été travaillée un petit peu pour que les skieurs puissent décoller en arrivant avec un petit peu de vitesse. Et voilà, on est arrivé jusqu'à un 56 mètres dans les années 50. Ce stade, il a été créé en 1992 pour les Jeux Olympiques d'Albertville. C'est vraiment le stade d'entraînement privilégié pour toutes les équipes qui viennent se préparer ici tout au long de l'année. Lancé il y a 50 ans, le domaine des Trois-Vallées, plus grand domaine skiable du monde, puis la création de l'Altiport, puis les Jeux Olympiques de 92, ont définitivement installé la renommée de la station. Un enfant de Courchevel sait dévaler ses pistes comme personne. C'est Alexis Pinturo. Nous avons rencontré son papa. Alors, ça fait quoi d'être père de ? Ça me fait grand plaisir, si vous voulez, mais c'est très angoissant, si vous voulez savoir. Vous savez que j'en suis à un stade où je ne regarde même pas les courses et je les regarde uniquement après quand il y a un différé, parce que quand il a été bon, il y a un différé. Quand il a été mauvais, il n'y a rien, donc du coup, je vois rien. Nous sommes arrivés en 1962. Je suis arrivé avec les valises de mon papa et de ma maman. Ils ont créé cet hôtel en 1974. Pendant ce temps-là, je faisais mes études et je suis revenu prendre cet hôtel en 1984. Le petit Alexis, c'est ici qu'il a appris à faire du ski ? Il prenait une paire de skis au magasin de sport. Quand il était tout petit, il les mettait au pied et il marchait dans le couloir de l'hôtel avec. Et c'est reparti pour les vétérans. Eugène et Jean-Pierre sont fidèles élèves. 91 ans au compteur, ils skient ensemble depuis presque 70 ans. Quand on aime, hein. Les deux copains. Ah ben oui, c'est trop bien. Quand on aime, on compte pas, voilà. Voilà, bon, très bien. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, j'ai tout dit, on a fait le tour. Parfait. Qualité. High level. Pardon ? Moi, je dis c'est du haut niveau. On n'est que deux, mais de haut niveau. Avec vous deux, c'est du haut niveau, d'accord. Très bien. Je ne le dirai pas aux autres. On démarre avec donc Damien Thévenot et le portrait d'un humoriste très sympathique. C'est un homme qui est souriant, quoi qu'il arrive, et ça, c'est très agréable. Et je pense, William, qu'il redonnerait le moral à une armée de dépressifs. Tant Harry Habitant est heureux d'être sur scène et il communique cette joie d'être sur scène. C'est très, très drôle. Son nouveau spectacle s'intitule My Story. Donc, il va tout vous dire de sa vie. Il est en tournée dans toute la France. Ce soir, il sera notamment à Chalon-sur-Saône. Ensuite, il sera à Paris fin février. Je vous en parle dans quelques instants. Donc, il a décidé de tout dire. Et c'est drôle parce qu'il vous dit que donc, papa d'origine marocaine, maman d'origine tunisienne. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est petit ? Il dit, on s'aime très fort, on s'engueule très fort, on parle très fort à la maison. Et il vous raconte des pans entiers de sa vie. Donc, l'adolescence, le divorce. Il a vraiment divorcé, mais il arrive à vous faire rire
avec ça, sur scène, il est trop fort. Alors lui, il s'est fait connaître dans des films qui ont extrêmement bien marché. Notamment, on ne savait pas qu'il pouvait faire de la scène, après tout. Non, mais c'est vrai que le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il était un des 4 fils, un des 4 gendres, pardon, de Clavier et de vous m'aider, Chantal Lobby, voilà, qui formait le couple de beaux-parents. C'est vrai qu'il y a eu un avant, un après, mais sur scène, il est dans son élément. Regardez, nous l'avons rencontré. J'ai connu des femmes aussi avec une différence d'âge. 10 ans de différence d'âge. 20 ans, parfois. Bon, non, attention, ça c'est chaud, ça, attention. Parce que le matin, quand tu lui dis « Tu veux un café, un thé ?»« Ça est chaud, capic ?» Bonjour, monsieur Harry Habitant. Bonjour, Damien Thévenot. Comment ça va? Écoutez, ça va très très bien. 1h30 de pur délire, votre spectacle. Vraiment, c'est à mourir de rire. Et donc, comme ça, vous dites tout. D'emblée, vous arrivez, vous dites « Je vais vous raconter ma vie. » Ouais, c'est vrai. Je suis pas bien dans l'avion. Je suis pas bien dans l'avion. Moi, quand je décolle, par exemple, j'ai besoin d'avoir ma tablette comme ça, bien sortie, d'avoir mon petit journal. J'aime bien parce que ça me détend. Ils veulent pas. Ils veulent pas qu'on sorte la tablette au décollage. Ça gêne le pilote. Genre, le gars, il est là, comme ça. Ok, on décolle, on y va, c'est parti. Putain, merde. J'arrive pas. Qui c'est qui a pas rangé sa tablette? J'ai 43 ans. Ce spectacle, je l'ai écrit en 42 ans et 8 mois. Voilà. C'est joli, ouais. C'est tout. Je n'ai fait que vivre ma vie et j'ai l'impression aussi que ce spectacle, c'est même un prétexte pour retrouver le public aussi. Quand je suis sorti de mon jugement de divorce, je me rappelle très bien ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi, j'ai été dans mon salon, j'ai mis les pieds sur la table basse et j'ai fumé une cigarette. Messieurs, dames, j'ai divorcé pour pouvoir fumer dans le salon. Beaucoup papa, beaucoup maman dans ce spectacle. Bah, comme tout le monde, à peu près. Ouais. Mais ils ont l'air quand même très théâtraux, vos parents. Ils le sont. C'est ça, hein? Ah, complètement. Ouais. Et c'est très juste ce que vous dites, en plus. Une maman très aux petits soins pour son fiston, notamment quand le dit fiston était malade. Ah oui. Elle voulait tout le temps nous soigner, mais elle connaissait pas grand-chose à la médecine, tu vois. Moi, ma mère, quand elle me prenait la température, elle voulait être sûre que la température soit bien prise. Elle m'enfonçait le thermomètre jusqu'au 39. C'est-à-dire que je le voyais plus, le thermomètre. Moi, mon père, il est venu me voir il y a 25 ans, dans une salle de spectacle. À la fin du spectacle, il s'est levé, il a levé les bras en l'air. Et c'est comme s'il m'avait donné l'autorisation de faire ce métier. Vous avez été adoubé, vous aviez son aval, quoi. Oui, exactement. Ça devait être super émouvant. C'était très émouvant, parce que je crois qu'on fait ce métier pour 1 ou 2 personnes, en fait, au début. J'ai fait ce métier pour mes parents. Et je me rappelle, mon père, pour draguer les meufs en boîte, il disait « Je suis le père d'Harry Habitant ». Une fois, il y a une meuf, elle lui a dit « Je peux pas le voir ». Mais sans faire de la psychologie à 2 €, le fait de se raconter sur scène, est-ce que c'est bon pour soi? Est-ce que c'est un peu thérapeutique? Ah, mais complètement. Ouais. Bah, c'est comme une séance de psy, sauf que c'est pas moi qui paye, quoi. Voilà. Pourquoi je parle des mecs qui trompent leur femme et pas le contraire? Vous, les femmes, vous allez pas voir ailleurs. C'est ailleurs qui vient vous voir. Vous êtes en tournée partout en France, Harry. Vous passerez par Paris-La Cigale du 28 février au 4 mars. C'est un conte de fées? Oui, c'est exactement ça. Et je me réjouis tous les jours de ce qui m'arrive. C'est incroyable. Tous les jours, je me dis, c'est fou, quoi, le monde qui vient me voir. Je l'ai voulu vraiment, Damien. Ouais. Je l'ai vraiment voulu. Merci, Harry, et bonne tournée. Merci beaucoup. Il a un sourire désarmant. Ouais, hein. c'est comme ça pendant 2 heures. Il faut pas oublier, il l'a dit, là, ça fait 25 ans qu'il est sur scène. Oui, au début, c'est là qu'ils ont été le chercher. Bien sûr, évidemment. Ouais. Donc vous avez donc tourné dans toute la France du 28 février au 4 mars à La Cigale. Et puis, on vous l'annonce ce matin, c'est tout chaud, William. C'est complet à La Cigale. Donc, il prolonge les 2, 3 et 4 novembre au Casino de Paris. Voilà. C'est quoi cet accent-là? Je sais pas. Mais je débute une carrière dedans. Je ne sais pas. Ah oui. Non, si vous voulez faire le Casino de Paris, là, alors là, c'est autre chose. Non, je faisais faire un peu. Vous savez que la petite Enouji, dans un panier, elle avait été le voir, Harry. Ah oui, je pensais qu'elle avait fait le casino. Ouais. Non, pas encore. Une vingtaine d'années. Je vous attends. Très bien. Je pourrais faire un petit Casino de Paris tous oui. ensemble. Hein. Télématin au Casino de Paris, ça aurait bien. Ah ben il y en a qui font ça. Moi, je peux charger la partie imitation, William, si vous voulez. Non, vous faire placer les gens dans la salle. Commençons par le calendrier qu'on a promis à tous les téléspectateurs de Télématin en maillot de bain. Et après, on montera sur scène. Ouais, on pourrait faire un calendrier, chef. Oui, calendrier. Bon, on va réfléchir à ça. Faut se dépêcher.
Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. Et on commence Et par... on part au Québec. Il s'agit de gym interactif dans les lycées. Et vous allez regarder en images à quoi ça correspond. Et je trouve que c'est très mal installé. Au lieu d'avoir des paniers de basket, de hand ou des cages de foot, voilà, vous voyez, dès que vous tapez sur les petits losanges qui bougent, ils explosent. Donc c'est totalement interactif. Je peux vous dire que les enfants ont l'air beaucoup plus motivés que dans certains cours d'EPS chez nous en France. Et pourquoi c'est que pour les enfants? Ça pourrait être pour les adultes aussi, mais là c'est ce qu'ils ont expérimenté dans les collèges et dans les écoles au Canada. Je trouve que c'est une très bonne idée à faire venir et à importer chez nous. L'autre, il y va au pied aussi. Ah, c'est bien ça. C'est beaucoup. Ça vous plaît? Oui. Voilà. À importer. À importer, voilà, exactement. D'urgence. À importer aussi, ça se passe en Italie et c'est la célèbre marque de scooter italienne qui a créé ça, qui s'est dit finalement les femmes font de plus en plus leurs courses elles-mêmes, elles portent les paquets. Et l'homme n'est pas forcément là, puisqu'on vient de le voir, il divorce parfois. Ouais. Donc qui porte les paquets? Regardez, c'est Jetta, c'est l'invention de cette marque italienne. Et l'idée, c'est de... Vous allez voir, c'est des... Alors là, vous allez, voilà, ça, on vous met tout le début, la fabrication, comment ça part. Et c'est des petits bolides comme ça, qui peuvent contenir jusqu'à 18 kilos et qui vous suivent pendant que vous faites vos courses. Il vous suit? Oui. Sur le trottoir? Exactement. Oui. Voilà. Et après, vous mettez ce que vous voulez dedans. C'est assez pratique. Très Bientôt bien. chez nous, je ne sais pas, j'espère. C'est la marque de scooter qui a fabriqué Exactement. ça? D'accord. Quoi d'autre? Et on continue. Alors ça, c'est un peu plus... Voilà, moi, ça m'a marqué parce que en tant que femme qui n'a pas connu ce problème, c'est vrai qu'on est beaucoup plus pudique que vous, les hommes, surtout lorsque nous allons aux toilettes. Donc, il y a une marque qui a créé un système très ingénieux. C'est-à-dire que quand on va regarder quelques images, quand vous rentrez dans les toilettes, il y a un dispositif, vous allez voir, qui permet d'écouter de la musique et de déclencher de la musique Immédiatement. dès qu'on immédiatement. rentre. Ah, oui. Comme ça, on n'entend plus les bruits. Ah. Qui fabrique ça? Ça, pour l'instant, c'est toujours une la marque opération. de scooter? Non. Le mec, il fait tout. Non, pour l'instant, c'est pour une opération marketing, mais c'est assez ingénieux. Oui, parce que c'est, voilà, je sais que les hommes vous en foutez totalement, mais les femmes. On choisit sa musique? Non. Si, on choisit sa musique. On choisit un peu sa musique. Et on continue avec comment Non, mais ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Choisir Pourquoi sa musique? Non, c'est pas ça. C'est que si la musique leur plaît, ils vont rester. Ah, c'est vrai. Ah, vous pensez? Ah oui. Non, ça, Non, on reste beaucoup déjà moins longtemps que vous, c'est pas fini. vrai. Allez, on sort là maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est que pour les toilettes pour femmes. Hein. On continue avec une bonne idée d'un community manager. Un community manager, c'est celui qui est responsable de poster pour une marque ou une enseigne du contenu sur les réseaux sociaux. Nous, on a des community managers ici à Télématin. Ah ouais? Oui, il y a Marie et Vincent. Ils vont poster toute la journée pour rendre très actifs nos réseaux sociaux. Comment se faire engager? Regardez, il s'appelle Damien, il a 22 ans et en fait, il a pris que des youtubeurs très célèbres. Et il a fait son discours en prenant que des petits mots de chacun. Ah, oui. Et comme ça, il a expliqué comment il en était arrivé là. Ça, ce sont des youtubeurs Voilà, célèbres. là, je sais que même, je vais vous rassurer, même moi, il y en a certains, je ne les connais absolument pas. Mais en général, ils sont suivis par plus d'1 million de personnes, donc il faudrait peut-être qu'on les invite à Télématin. Je ne suis pas sûr qu'ils viennent. Oh. Non, on a lancé une fois une invitation comme ça. Ils nous ont dit la télé, ça ne nous intéresse pas. Nous, nos clients, ils sont sur le net. Donc voilà. De temps en temps, ça les intéresse. Ah mais si vous voulez, pourquoi Moi, pas on peut essayer. faire leur connaissance, pourquoi pas. Alors tous ces gens, tous ces gamins-là, ce sont des youtubeurs célèbres. Voilà. Ah bon. D'accord. Et ils vendent quoi? Ils vendent des conseils. Enfin, sur YouTube, ils expriment soit leurs envies, soit ils font des tutoriels, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent comment vous maquiller, comment draguer les filles, ou ils font de l'humour. Il y a certains humoristes qui viennent de... Voilà. Bon. Donc, ils proposent plein de choses, des cours de cuisine. Il y a des youtubeurs pour toutes les disciplines. Voilà. Ça vaut un reportage. On en a déjà fait des reportages sur des youtubeurs, mais le problème des youtubeurs, c'est qu'ils changent tout le temps. Tous les 6 mois, il y en a un nouveau, mais j'ai du mal à suivre le rythme. Non, mais s'ils sont bons, vous êtes habilité à faire des Mais oui, choix. je peux aller les voir, Très bien. exactement. Allez. Et on termine par une belle initiative. Ça s'appelle Local Linguan. On regarde ça en image et alors ça, c'est un travail colossal. L'idée, c'est d'avoir créé une map monde interactive où chacun va venir enregistrer, même vous, William. Vous allez sur le petit drapeau français et vous pouvez enregistrer les mots usuels. Bonjour, comme ça quand vous voyagez dans le monde entier, vous avez des voix qui vous expliquent
les principaux mots à connaître et les phrases de courtoisie. Avec la prononciation. Avec la prononciation. Et Ah c'est ouais. interactif, chacun peut aller enregistrer des messages. Bien sûr, c'est filtré. N'allez pas enregistrer des cochonneries sur ce site, s'il vous plaît. C'est pas de genre. Hein C'est pas de genre Veux-tu ici. coucher avec moi? Non. Non, non, non. C'est pas sur la carte. Non. C'est marrant, j'avais pas pensé à ça, mais vous, oui, c'est que. En chinois. Bonne chance. Vous avez beaucoup de gens qui pourront peut-être vous répondre. Ils sont très nombreux. Oui, je pense. Merci beaucoup. Si vous s'attendez à entendre parler de ceux qui font les unes, non, c'est pas cela. Non, non c'est pas on va cela. faire C'est un d'autres. petit qui a dit quoi. L'actualité vous culturelle amuse, à travers ça, hein les déclarations des uns et des autres, tous artistes évidemment. Qui a dit « Je ne suis pas mort » Bon, c'est un chanteur. Beaucoup Ça peut comme être ça. beaucoup de monde. Non, mais alors, indice. Quoi, c'est un animateur de télé? C'est un chanteur auquel les victoires de la musique, qui ont lieu sur France 2 ce soir en direct, ont proposé une victoire d'honneur. Ah oui. Il a refusé. C'est un octambule qui dit des mots bleus. Qui joue au boule. Je l'avais dit en preuve. T'as pas lu Bon, mes d'accord, pages alors. T'aurais un café. bah ouais, bravo. Un point pour Béatrice Christophe. Donc pas de victoire d'honneur Regardez, ce je soir aux mets victoires de la Il en musique. veut pas. Il n'en veut pas. Alors on se demande toujours qui vote pour les victoires de la musique. Alors Alex. Bah, non Alex, il vote. Ah, Oui, voilà. absolument. Et Mais outre Alex, il faut être quoi pour voter? Il faut être bien coiffé. D'abord, il faut avoir une sorte de tenue impeccable bleu marine et généralement... Avec un joli blouson neuf? Oui, il n'est pas neuf, mais tu ne regardes plus mes vêtements, chef, c'est tout ce que je veux dire. C'est pas Bon, la bref, vous n'avez pas dit, il faut être quoi? Membre de quoi? Je sais pas comment ça... Je sais pas, je maison pense de qu'il faut être disques. coopté. Oui, c'est ça. producteur de spectacles. Les médias votent aussi. Oui, voilà. Donc il peut voter à plusieurs titres, Alex. Bah la SACEM, vous êtes membre de la... Oui, en mais tant je pense que c'est les médias ou... Oui. Voilà. Alex vote et avec lui 599 autres personnes. D'accord. Je pensais que j'étais tout seul à voter. Non. Alors là, je suis scié, là, en fait. Je pensais que c'était mon avis qui comptait. Pardon. T'as des trucs à dire, pardon. Attention, parce Qui qu'il a va, dit il va se venger. Qui a dit « Je ne sais pas faire autrement que tenir une poêle ». C'est un homme, et on a envie de lui dire « Ne change rien, parce que tu la tiens bien, la poêle. Ouais. » Yannick Noah. Non. On a vu un Yannick traîner. Non, c'est Yannick, c'est pas non, loin. c'est Yannick Aleno. Je vous assure que j'ai... Très bien. Un Pourquoi point. Parce qu'il a eu hier Eh 3 oui, trois. étoiles au Michelin, et ça, c'est pas rien. Alors, son resto s'appelle le 1947, 22 couverts, c'est à Courchevel. Et il prend cette récompense, il le dit ce matin dans le Figaro, comme la confirmation de la vision qu'il porte à la cuisine française comme cuisine saucière. 80% de l'intérêt d'une assiette, dit-il, réside dans la sauce. Alors, vous allez me dire comment on fait pour faire les sauces. Eh bien, lisez le livre que vous venez d'apercevoir, qui s'intitule Sauce. C'est lui qui l'a écrit, et c'est plein de recettes. Alors, il parle... Il a joué dans Ma saucière bien aimée aussi, il me semble. Hein. Je crois. Finalement, on va peut-être lui dire... Tu veux pas lui prendre un café? Très hein mauvaise pente ce matin. Vous lui proposez un café Oui. là-bas hein À tout à l'heure, hein, Alex. Non, mais très sérieusement, dans le Figaro ce matin, il parle avec beaucoup de talent du goût unique de ses légumes, parce qu'il travaille la fermentation, la conservation, la déshydratation, et ça lui permet de les récolter en été pour les servir en hiver. Il parle aussi de la soupe aux cailloux en délicate gelée chaude. Ça existe. Alors, le caillou est enveloppé de lard et nous invitons le client à le lécher, dit-il. Et à Paris, on ne pourrait pas faire ça, dit-il. Alors, on lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que quand vous êtes chez le doyen, où il a travaillé, les clients se retrouvent à signer des contrats. Donc, on ne va pas leur demander de sucer un caillou. En revanche, à la montagne, à Courchevel, ils sont plus détendus, ils sont en vacances. Là, ils peuvent lécher des cailloux. Ah, mais c'est les mêmes, hein. Entourés de lard. Et c'est les Pourtant. mêmes, effectivement. C'est les mêmes milliardaires, hein, c'est pas... Bien sûr. D'accord. Qui a dit « Je suis devenue actrice du phénomène de distorsion le de dernier. l'image qu'on a de moi ». Je suis... Redites ça? Devenue actrice du phénomène de distorsion de l'image qu'on a de moi. C'est une femme, elle est actrice, 41 ans, une quarantaine de films au compteur. Marion Elle aime les Cotillard. cornes de gazelle. Elle est très forte, Béatrice. Hein. Marion Cotillard, effectivement, qui est en ce moment à l'affiche, enfin très bientôt, la semaine prochaine, d'un film de et avec Guillaume Canet, où le couple met en scène sa vie quotidienne. Il paraît que c'est très très drôle. Très. Charlotte On en le parlera confirme. beaucoup mieux que moi, si ce n'est déjà fait. Ouais, Charlotte. ouais. C'est déjà fait. Mais qui c'est, là? Mais c'est Natou. Qu'est-ce que tu fais là, Natou? Bah, écoute, sans vous, ça se passe pas bien, forcément, mais bon. Voilà, Nathanaël, en vrai, quand il survit sort de quand son même. lit, qui va travailler pour le Trésor. En Merci pyjama, beaucoup. d'ailleurs. Tu veux un café? Un café?